Si j'avais su quelle personne tu deviendrais, je me serais assuré que tu ne prennes jamais ta première inspiration. Quelques brèves semaines avant mon mariage, mon propre frère a commis un acte ignoble. Il s'est impliqué avec la femme avec qui j'allais passer ma vie. Sa justification pathétique n'était qu'une histoire éculée sur un amour passé qu'il ne pourrait jamais abandonner. Cependant, j'en ai fini de jouer les gentils. J'ai retrouvé la seule femme qu'il ait idolâtrée toute sa vie, et nous sommes toutes les deux prêtes à lui servir une rétribution qu'il n'oubliera jamais. Autrefois, je pensais qu'une nouvelle maison et une nouvelle couche de peinture représentaient le progrès. Pourtant, alors que je me tenais seul dans ce salon silencieux, celui-là même qu'Isabelle et moi avions choisi ensemble, un vide étrange envahissait l'espace. La maison était magnifique, le genre de jalon qui aurait dû commémorer tout mon travail acharné dans la gestion de projets technologiques. Pourtant, sous cette façade polie, une réalisation brutale commençait à poindre. Ma vie n'avait jamais vraiment été la mienne. Elle avait toujours tourné autour de Derek. Derek, mon frère de 34 ans qui vivait toujours au crochet de nos parents dans leur sous-sol, incarnait un charme superficiel, dissimulant un désastre en dessous. Autrefois star adulé de son équipe de football au lycée, il s'accrochait désormais à son récit lassant Chloé m'a ruiné comme à un bouclier protecteur. Dans notre famille, c'était une règle tacite, personne n'osait contrarier Derek. Nous nous sommes réunis pour un dîner afin de célébrer la nouvelle maison. Mon père rayonnait, visiblement fier de tout ce que j'avais accompli. Derek, à l'inverse, laissa échapper un rire suffisant. On dirait que le geek a fini par y arriver, raillait-il. J'ai gardé mon calme, j'ai pris une gorgée délibérée de ma boisson et j'ai feint l'indifférence, comme toujours. Isabelle me lança un regard que je ne pouvais supporter, la pitié. Ma mère, prévisiblement, passa outre. Léo, tu es le stable, me dit-elle. Cependant, être le stable ne signifiait pas la résilience, cela signifiait retenir ma langue, porter le fardeau et veiller à ce que rien n'explose. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était ça, grandir. Cependant, la vérité était que je me fondais progressivement dans le décor. Malgré tout, j'ai persévéré. J'ai fait ma demande à Isabelle sous une voûte de guirlandes lumineuses dans le petit restaurant italien que nous chérissions tous les deux. Elle a accepté, et pendant un bref instant, cela a semblé sincère. Nous avons organisé notre fête de fiançailles chez mes parents. Le cadre était parfait, jusqu'à ce que Derek se lève pour prononcer un toast. À mon petit frère, le planificateur, dit-il avec un sourire narquois. Pendant que je vivais, il esquissait sa vie parfaite, et d'une manière ou d'une autre, il l'a obtenue. Puis, il leva son verre. À savoir ce que tu as obtenu. Les gens applaudirent, mais j'ai discerné le venin derrière tout cela. Plus tard, il me coinça près des boissons. Elle est une perle rare, dit-il en souriant d'un air narquois. Elle me rappelle un peu Chloé. La façon dont il le dit me donna la chair de poule. Possessif. Arrogant. Comme s'il avait besoin de me rappeler son passé, même lors de ma soirée. Le soir même, j'ai appelé Marcus, mon ami le plus proche. Dis-moi que tu n'as pas trouvé ce toast déplacé, dit-il. C'est juste Derek qui fait du Derek marmonnez-je. Ouais, eh bien, les serpents à sonnette ont l'air inoffensifs jusqu'à ce qu'ils frappent, prévint-il. Il n'est pas seulement amer, il est dangereux. J'ai balayé cela d'un revers de la main, mais allongé à côté d'Isabelle, je ne pouvais pas m'en défaire. Le danger n'était pas à venir, il était déjà là. La vie a un sens de l'humour tordu. Elle s'empare des peurs que vous ignorez et vous les jette au visage. 3 semaines avant notre mariage, le cauchemar que je pensais avoir évité est devenu ma nouvelle réalité. J'avais un emploi du temps chargé, 2 jours à Chicago, pour finaliser une présentation client cruciale, le genre de réunion qui pouvait remodeler toute ma carrière. Avant le lever du soleil, j'ai embrassé Isabelle pour lui dire au revoir, en passant déjà en revue dans ma tête des scénarios sur les spécifications techniques et les délais de livraison. Cependant, alors que j'attendais à ma porte d'embarquement à l'aéroport international de Los Angeles, une voix crépitante résonna dans le terminal. Un puissant système orageux avait balayé le Midwest. Tous les vols vers Chicago étaient suspendus indéfiniment. Étonnamment, ma première réaction fut un soulagement sincère et joyeux. Le voyage serait reporté. Je pouvais rentrer à la maison à la place. J'imaginais surprendre Isabelle, peut-être déjeuner ensemble, m'accorder une journée de normalité avant que la folie du mariage ne reprenne. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je voulais la prendre au dépourvu, voir ses yeux s'illuminer lorsque je franchirais la porte.
Le trajet de retour ressemblait à une scène de comédie romantique. Je me suis garé à un pâté de maison, prévoyant une entrée discrète. Clé dans la serrure, je me suis faufilé à l'intérieur. La maison était encore intacte. Je souris, supposant qu'elle faisait soit une sieste à l'étage, soit qu'elle était recroquevillée en train de lire sur le canapé. Puis, tout s'est arrêté. Pas de musique dramatique, pas de halètement, juste du silence, un silence réel, lourd alors que je me tenais dans le salon. Nous avions peint il y a quelques jours à peine. Isabelle était sur le canapé. Derek était là, aussi. Sa tête reposait sur ses genoux, ses doigts emmêlés dans ses cheveux, tous les deux à moitié déshabillés. Son visage avait l'air doux, d'une douceur feinte, le genre de tendresse artificielle qu'on voit dans un feuilleton. Le temps ne s'est pas ralenti, il a simplement gelé mon cerveau. Celui-là même qui était câblé pour jongler avec les projets, les échéances et la stratégie venaient de s'éteindre. Pas une seule pensée, juste une image que je n'oublierai jamais. Ma mallette a glissé de ma main et s'est fracassée contre le parquet, les sortant de la transe tordue dans laquelle ils étaient plongés. Ils se sont tous les deux redressés d'un coup. Le visage d'Isabelle s'est crispé sous l'effet de la panique. Derek, incroyable, avait l'air irrité, comme si je m'étais introduit dans une réunion privée. Léo, a murmuré Isabelle, se dépêchant d'ajuster son haut, la voix tremblante. Je ne lui ai pas adressé un mot. Mes yeux étaient rivés sur mon frère, le type autour duquel j'avais passé ma vie à marcher sur des œufs, l'homme que notre mère m'avait appris à protéger. Derek restait planté là, cherchant maladroitement à reprendre le contrôle. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il lâché, la réplique bateau pour toutes les liaisons découvertes de l'histoire. Elle était bouleversée. On discutait. Ce qui est sorti de moi n'était pas un cri ou une exclamation. C'était un rire guttural, amer, mêlé à des années d'émotions enfouies qui remontaient péniblement à la surface. Dehors, ai-je dit. Le mot a fendu l'air, ma voix basse, tremblante. Il a hésité, peut-être prêt à argumenter, mais quelque chose dans mon expression a dû le frapper. Il a compris, la laisse était rompue. Il a attrapé sa chemise, s'est dirigé en titubant vers la sortie et a disparu sans un mot de plus. Puis, il ne restait plus que moi et Isabelle, qui pleurait maintenant à chaudes larmes. Je ne voulais pas que ça arrive, semble-t-elle. Il disait que tu ne le comprenais pas, que tu étais distant, froid, que ton silence était une manipulation, et c'est là que la vraie blessure s'est infligée à ma poitrine. Il n'était pas seulement question de trahison, mais de l'illusion qu'ils avaient tissée ensemble, que j'étais en quelque sorte le méchant, que mon calme, mes limites, mes sacrifices étaient des munitions dans leurs fantasmes tordus. Ils avaient réécrit l'histoire, et j'étais le mauvais garçon. J'ai regardé autour de moi cette maison que nous étions censés transformer en foyer. Je ne ressentais que l'absence, le vide. Le sol sous tout ce que je croyais solide avait disparu. Les 2 jours suivants se sont évaporés dans le flou, principalement du whisky et des regards vides. Je suis resté chez Marcus, dormant sur son canapé comme un homme brisé en exil. Il n'a pas essayé de me réparer, il s'est contenté de verser des verres et de laisser le silence faire le gros du travail. Au 3e matin, j'étais allongé là, les yeux rivés sur une fissure au plafond, lorsque Marcus a finalement brisé le silence. Il n'a pas seulement couché avec ta fiancée, a-t-il dit d'un ton neutre. C'était juste l'acte final d'une histoire qu'il a construite toute ta vie. Il t'a miné petit à petit parce que te voir réussir le ronge de l'intérieur. Alors la vraie question, Léo, c'est quand vas-tu arrêter de le laisser faire? Ces mots ont frappé fort, tranchants, chirurgicaux. Il n'avait pas tort. Ma douleur ne concernait pas seulement Isabelle. C'était tout le poids de chaque compromis que j'avais fait, de chaque insulte que j'avais avalée, de chaque moment où j'avais maintenu la paix au détriment de moi-même. Ce que je sentais monter n'était pas de la rage. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de justifié. Je me suis assis, la pièce a légèrement bougé, mais la clarté commençait à s'installer. La partie de moi formée à gérer le chaos se réveillait enfin. J'ai pensé à l'éternelle complainte de Derek, son unique bouclier, son excuse pour tout, Chloé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il n'a pas fallu longtemps pour la trouver sur LinkedIn. Chloé Dubois, architecte principale, Dubois Design Group. Son profil montrait une femme au regard vif, sans fioriture, avec un sourire professionnel. Elle habitait à environ 2 heures de route. Elle avait l'air confiante, brillante, concentrée, tout ce que Derek n'avait jamais réussi à devenir. Par instinct,
j'ai vérifié son Instagram. C'était propre et soigné, des travaux de conception, des instantanés d'architecture, quelques photos d'un Golden Retriever. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine. C'était imprudent, peut-être même stupide, mais à ce moment-là, qu'avais-je vraiment à perdre? J'ai regardé la fenêtre de messages pendant un long moment, les doigts flottant juste au-dessus des touches. Que diable dit-on dans un moment comme celui-ci? Finalement, j'ai juste tapé la version la plus folle et la plus brute de la vérité que je pouvais. C'est totalement aléatoire, et tu es tout à fait libre d'ignorer ça, ai-je commencé, mais mon frère Derek vient de faire exploser ma relation et de faire dérailler ma vie, et le carburant qu'il a utilisé, c'est une complainte vieille de 10 ans à ton sujet. Alors, je me suis dit, y a-t-il une chance que tu aies envie de faire justice depuis longtemps? Je l'ai envoyé. Ma poitrine s'est instantanément serrée sous l'effet d'un cocktail de panique et d'excitation. Je me suis préparé au silence, ou peut-être à un blocage. 12 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Une réponse de Chloé Dubois, j'en suis, a-t-elle écrit. C'est égomane. Il a même essayé d'ajouter ma mère sur Facebook après que je l'ai bloqué partout. Ce n'est pas une âme brisée, c'est un pervers. Dis-moi ce que tu as en tête. Allons-y pour la mise à sac. À cet instant, ma douleur étouffante a été remplacée par quelque chose de bien plus puissant. C'était l'excitation d'une nouvelle mission, un démantèlement structuré. Ma cible, la vie fantasmée de Derek. Mon allié, la femme qu'il avait érigée enceinte. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un café banal, sans charme particulier, à mi-chemin entre nos villes. J'avais répété mon introduction une douzaine de fois, mais dès qu'elle est entrée, mes nerfs se sont envolés. Elle avait une présence, vive, assurée, perçante dans sa façon d'observer. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, esquissant un léger sourire. « Alors, vous êtes le frère. » « Toutes mes condoléances, dit-elle sèchement. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri, un rire sincère qui résonnait au plus profond de moi. « Et vous devez être la fameuse Chloé, répondis-je. Elle gloussa, vous êtes comme une légende dans ma famille. Le tout basé sur 5 minutes embarrassantes à une soirée étudiante où il a tenté de m'impressionner avec des absurdités sur un développé couché à 100 kilos. Oui, vraiment romantique. Toute tension persistante s'est complètement dissipée. Nous n'étions plus simplement deux inconnus complotant une vengeance. Nous étions des survivants du même ouragan dévastateur, inextricablement liés par des dégâts communs. Nous ne nous sommes pas contentés de comploter, nous avons déballé nos bagages émotionnels. Elle a raconté comment Derek l'avait bombardé de messages pendant des mois après cette première rencontre, commençant par de la flatterie et dégénérant ensuite en menaces voilées et pression persistante. À mon tour, je me suis ouvert sur des années de sabotage émotionnel insidieux, sur le fait de vivre perpétuellement dans son ombre et de me diminuer consciemment pour éviter ses crises de colère. Le plan de vengeance méticuleusement élaboré était presque poétique dans sa précision. Mes parents s'apprêtaient à fêter leurs 40 ans de mariage dans 3 semaines. Une grande réunion était prévue, un événement que Derek ne manquerait sans aucun doute pour rien au monde. Ce serait la scène idéale. Nous arriverions en couple. Pas une aventure passagère et insignifiante, mais un couple profondément lié, à l'aise et affectueux. Dans les jours qui ont suivi, notre performance a commencé avec une intention délibérée. Des apparitions publiques soigneusement orchestrées dans sa ville. Nous nous promenions main dans la main au marché fermier local. Elle a même posté une photo sur Instagram. 2 verres à vin élégants, accompagnés de la légende « Bonne compagnie », taguant mon compte privé. Cependant, quelque part au milieu des regards soigneusement mis en scène et de la proximité stratégiquement calculée, quelque chose de tout à fait inattendu a commencé à éclore. Nos appels tard dans la nuit pour planifier se sont progressivement transformés en conversations intimes et décousues sur nos travaux respectifs, nos échecs amoureux passés et nos films préférés. J'ai découvert que son Golden Retriever s'appelait Gus et qu'il ronflait avec la force retentissante d'une locomotive. Elle, à son tour, a découvert mon aspiration secrète de longue date à abandonner l'industrie de la technologie pour poursuivre une carrière dans la fabrication de meubles artisanaux. Imperceptiblement, la mise en scène a commencé à ressembler de moins en moins à une simple feinte. C'était comme si l'authenticité de notre connexion naissante renforçait d'une certaine manière la crédibilité de l'illusion, et inversement, l'illusion amplifiait quelque chose de vraiment sincère. Un soir, après une conversation particulièrement longue et intime, une graine de doute a commencé à germer en moi. « Chloé, demandai-je, ma voix hésitante. Ne crains-tu pas parfois que nous soyons en train de devenir lui, sans le vouloir ?
de nous livrer à des jeux d'esprit manipulateurs, d'exploiter les autres? Elle n'a pas hésité une seule seconde. Non, affirma-t-elle fermement. Derek déforme la vérité avec des mensonges pour isoler les individus et se dépeindre comme la victime perpétuelle. Nous mettons en lumière la vérité, la réalité brute de qui nous sommes vraiment. Nous construisons quelque chose qu'il n'a jamais su faire autrement que détruire systématiquement. Ne confonds pas les deux. Et elle avait incontestablement raison. Il ne s'agissait pas seulement d'exercer une vengeance. Il s'agissait d'une reconstruction profonde. De plus, elle n'était pas une simple participante au plan, elle dirigeait activement les opérations. La nuit de la fête d'anniversaire est finalement arrivée, et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Le jardin méticuleusement entretenu de mes parents avait été transformé en un lieu élégant et sophistiqué. Une tente blanche immaculée, de la musique jazz jouée en direct emplissant l'air, et des traiteurs impeccablement vêtus se déplaçant gracieusement entre les tables. C'était une véritable scène sociale, peuplée précisément du type de personnes pour lesquelles Derek avait passé toute sa vie à se mettre en scène. Chloé et moi avons fait notre entrée délibérément tard. Elle portait une robe noire intemporelle qui a immédiatement captivé tous les regards présents. J'ai posé ma main doucement sur le bas de son dos, un geste qui était à la fois un signal convenu à l'avance et un instinct tout à fait naturel. Alors que nous entrions, la conversation collective sous la tente a sensiblement diminué. J'ai scruté la foule assemblée et les repéré instantanément. Derek se tenait légèrement à l'écart, un verre à la main, riant bruyamment avec un de nos oncles. Alors que son regard se posait sur nous, son rire s'est brusquement arrêté. Son expression a subi une transformation spectaculaire, se tordant en un masque de choc. Confusion. Et puis, quelque chose de bien plus sinistre, une rage à l'état pur, sans le moindre artifice. Un échec et mat était désormais en cours, de manière irrévocable. Le reste de la soirée s'est déroulé comme une partie d'échecs psychologiques méticuleusement calculée, chaque détail étant choisi et exécuté avec une précision extrême. Nous nous sommes mêlés aux invités, ne nous éloignant jamais de plus d'un pas l'un de l'autre. Alors que j'étais en conversation avec divers membres de la famille, Chloé s'approchait nonchalamment, enlaçant mes bras affectueusement autour de moi par derrière et posant doucement son menton sur mon épaule. Chaque regard entendu, chaque rire partagé, chaque contact en apparence insignifiant était une flèche tirée avec une précision chirurgicale, visant droit sur lui. Il a été témoin de chaque seconde atroce de cette scène. Les sourires complices, les regards privés échangés, les rires étouffés, chacun étant une frappe directe, atterrissant précisément là où il infligerait la douleur la plus aiguë. Comme prévu, ma mère nous a interceptés près du buffet de dessert. « Léo, mon chéri, commença-t-elle, son regard allant nerveusement de Chloé à moi. « Je suis si heureuse que tu ne sois pas venu seul. C'est merveilleux de te voir aller de l'avant. » Avant que je puisse répondre par un haussement d'épaules poli et sans engagement, Chloé intervint, affichant un sourire éblouissant, un sourire qui rayonnait d'une chaleur sincère, mais qui dissimulait un sous-courant d'acier. « Il n'est absolument pas seul, dit-elle, serrant doucement ma main. Je me considère très chanceuse. » Ma mère se figea, prise au dépourvu par ce changement soudain et inattendu de dynamique. Cependant, le point culminant de la soirée ne tarda pas à venir lorsque Derek, enhardi par une quantité excessive d'alcool et un ego sévèrement meurtri, passa finalement à l'action. Il aperçut Chloé seule pendant que j'allais lui chercher un nouveau verre de vin. Avec une nonchalance forcée, tentant de masquer sa tension sous-jacente, il s'approcha résolument de Chloé. « Waouh, ça fait une éternité, » dit-il, essayant de projeter un air de décontraction. Je l'ai remarqué de l'autre côté de la pelouse et j'ai commencé à m'approcher d'eux. Mais mon intervention s'avéra inutile. Elle ne s'est même pas complètement tournée pour lui faire face. « Derek, » répondit-elle, sa voix plate et sèche. Sans se décourager, il se pencha légèrement. « Enfin, oui, avec mon frère et tout, ça pourrait être un peu gênant. » Mais c'est à ce moment-là que je suis arrivé, tendant à Chloé son vin sans même lui jeter un coup d'œil. « Désolé, ma chérie. Ça a pris un peu de temps. Il n'avait plus le pinot que tu aimes. » J'ai glissé un bras autour de sa taille de manière possessive, avec désinvolture mais fermeté. Puis, j'ai finalement croisé le regard de Derek directement. « Pas de chance, mon pote. Je dois emprunter ma copine pour une danse. » Nous nous sommes retournés et sommes partis, le laissant planter là, complètement humilié devant tous nos proches réunis, dépouillé de ce qu'il pensait être son dernier vestige de pouvoir. Plus tard, il m'a coincé dans le couloir devant les toilettes.
Son visage était rouge écarlate, ses yeux sauvages et vitreux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Léo » cracha-t-il, sa voix aiguë et chargée d'amertume. « Tu crois que c'est drôle ? Une blague malsaine pour prendre ta revanche sur moi. » Je me suis arrêté et me suis retourné pour lui faire face carrément. La version de moi qui aurait pu s'excuser ou tenter d'apaiser la situation n'existait plus. J'ai soutenu son regard intense, ma voix glaciale. « Ça ? Non, Derek, ce n'est pas une blague. C'est ce qui se passe quand j'arrête de me faire plus petit pour toi. Quand j'ai cessé de te laisser me piétiner. » Je me suis approché, envahissant délibérément son espace personnel. Voilà ce qui arrive quand on confond silence et soumission. Essaie de te tenir debout tout seul pour une fois. Puis, je me suis retourné et suis parti, le laissant abasourdi dans le couloir, son empire soigneusement construit s'effondrant silencieusement autour de lui. Le prince autoproclamé de la manipulation venait d'être détrôné sans cérémonie dans son propre domaine soigneusement cultivé. Et le lendemain même, la reddition de comptes publics commença. Chloé publia une seule et élégante photographie sur son compte Instagram. Une photo prise sur le vif à la soirée. Juste nous deux, en train de rire, avec la douce lueur romantique des lumières illuminant subtilement l'arrière-plan. Sa légende disait, parfois, les meilleures choses vous trouvent quand vous ne les cherchez même pas. Subtil, élégant et tout à fait inattaquable. Nous savions que Derek ne pourrait pas s'empêcher de mordre à l'hameçon. Et, comme prévu, en moins d'une heure, il commenta depuis son propre compte, un monologue apitoyant noyé dans un mélodrame excessif. Incroyable. Après tout ce dont on a parlé. Après tout ce que tu représentais pour moi. J'imagine que certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner. Ouah. Juste ouah. Il y a foncé tête baissée. La réponse de Chloé fut un exercice de brio clinique. Dépourvue de toute émotion, juste une vérité aussi tranchante qu'un scalpel. Et elle s'est absolument assurée de le taguer directement. Eric le rêveur. Nous nous sommes rencontrés une fois à une fête il y a 10 ans. Tu m'as envoyé des messages sans cesse pendant 6 mois jusqu'à ce que je sois obligé de te bloquer. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la maltraitance. Ma relation avec ton frère ne te regarde pas. Veuillez respecter notre vie privée et passer votre chemin, et avec cette unique réplique, dévastatrice, le mythe soigneusement construit auquel il s'était accroché pendant une décennie entière s'effondra en poussière, publiquement et définitivement. La section des commentaires explosa d'activité. Des émojis confus cédèrent progressivement la place à des observations crues et peu flatteuses d'amis, de cousins, et même de quelques anciens coéquipiers. J'ai toujours pensé que cette histoire était louche. Waouh, Derek. Aïe. Il ne répondit pas. Il en était tout simplement incapable. La tragédie romantique qu'il avait si méticuleusement vendue à tout le monde venait d'être définitivement exposée pour ce qu'elle était réellement, une pathétique fantaisie à laquelle plus personne ne croyait. Je m'attendais à ressentir un profond sentiment de satisfaction. Et, pendant un bref instant, ce fut effectivement le cas. C'était net. Juste. Mais alors, mon téléphone s'alluma, et je vis un nom que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Isabelle. Je ne répondis pas à l'appel. Il sonna à nouveau. Je refusais toujours. Au 3e appel consécutif, je l'envoyai directement sur la messagerie vocale, ma main tremblant très légèrement. Quelques secondes plus tard, un SMS apparut. Léo, s'il te plaît, réponds. C'est urgent. C'est à propos de Derek. Un frisson soudain me parcourut tout le corps. Je la rappelai immédiatement. Elle répondit instantanément, sa respiration saccadée et haletante. Léo, je suis vraiment désolé d'appeler, mais il est venu ici, Derek, complètement détraqué, criant après toi et Chloé. Il a dit que si vous deux détruisiez sa vie, il vous le rendrait. Mon cœur dégringola au fond de mon estomac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouillé le site web de son entreprise, continua Isabelle, sa voix se brisant sous l'émotion. Il a sorti les noms de ses plus gros clients. Il a rédigé cet email répugnant disant qu'elle est instable. Une briseuse de ménage, qui te manipule pour de l'argent. Il prévoit de l'envoyer à tous. Il a dit qu'il allait détruire sa réputation. Tout bascula dans ma perspective. Il ne s'agissait plus simplement d'une vengeance personnelle ou d'un mélodrame familial. C'était une attaque directe et malveillante contre la carrière professionnelle de Chloé, dans laquelle elle avait investi des années de travail. Derek ne se contentait pas de sombrer, il brûlait systématiquement les ponts,
et le nom de Chloé figurait désormais en bonne place sur sa liste. À cet instant précis, je sus que cela devait cesser, définitivement, ce soir. Je pris le téléphone et appelai ma mère. « Je serai là dans 1 heure », déclarai-je, mon ton tranchant et absolument définitif. « Derek doit être présent. Vous et papa aussi. Nous mettons un terme complet à tout ça ce soir. » Ensuite, j'appelai tante Suzanne, la sœur cadette de ma mère, une infirmière urgentiste chevronnée qui avait toujours percé à jour la façade manipulatrice de Derek, mais qui n'avait jamais exprimé ses opinions à voix haute. « Tante Su, j'aurais vraiment besoin de ton aide, dis-je. Il va y avoir une réunion de famille. J'ai besoin de quelqu'un dans la pièce qui ne partage pas mon nom de famille et qui possède encore une colonne vertébrale. » Sans hésiter une seule seconde, elle répondit, 45 minutes. Je serai là. Quand je suis entré dans le salon, il avait un air étrange, comme la scène d'une intervention attendue depuis longtemps. Mes parents étaient assis, rigides, sur le canapé, leur visage marqué d'une peur palpable. Derek faisait les 100 pas près de la cheminée, bouillonnant de ce mélange familier d'orgueil blessé et de profond auto-apitoiement. Tante Suzanne était assise calmement dans un fauteuil, les bras croisés, observant avec le regard détaché d'un chirurgien sur le point de pratiquer la première incision. Je n'étais plus simplement le fils cadet. En cet instant crucial, j'étais le gestionnaire de crise, venu mettre fin à tout ce système dysfonctionnel. « Que se passe-t-il ici, Léo » demanda mon père d'une voix faible. « C'est une sorte de piège ?» « Non », répondis-je froidement, en posant délibérément un mince dossier sur la table basse. « C'est un audit. » Et puis, un verdict, Derek ricana, le son résonnant bruyamment. « C'est parti », murmura-t-il. Léo et ses dossiers, encore. Je ne fis aucune réplique. Au lieu de cela, j'ouvris le dossier et commençai ma présentation. Premier point, pièce à conviction numéro 1, annonçai-je, en faisant glisser un ensemble de pages sur la table. Des captures d'écran documentant vos messages incessants à Chloé sur une période de 6 mois après votre première rencontre. Au moins à une occasion, elle a explicitement demandé que vous cessiez, continuai-je, en présentant une autre feuille. Deuxièmement, une déclaration sous serment de Liam, votre ancien associé, détaillant comment vous auriez saboté son entreprise et l'auriez accablé d'une dette de 50 000 $. Mes parents observèrent les documents, leurs visages pâles et leurs expressions muettes. Derek cessa de faire les 100 pas, sa mâchoire se crispant rigidement. Et troisièmement, ajoutai-je, ma voix baissant de volume, voici le brouillon de l'email que vous étiez sur le point d'envoyer au client de Chloé ce soir, l'accusant d'instabilité mentale, de mensonge et de manipulation, tout cela parce qu'elle a refusé de céder à vos délires. Je propulsai cette dernière page en avant. C'est, insistai-je, ce qu'il est devenu, et c'est ce que vous avez excusé. Un silence profond s'abattit sur la pièce. Le seul son audible était les sanglots étouffés de ma mère. Puis, Derek explosa. « Ils déforment tout » protesta-t-il avec véhémence. « Vous êtes tous trompés. Ce sont eux qui me sont tombés dessus. Ce sont eux qui me soumettent à cette humiliation. » C'est à ce moment précis que tante Suzanne finit par se lever. « Oh, arrête un peu, Derek » rétorqua-t-elle, sa voix dénuée d'émotion et empreinte de lassitude. « Humilié ? Tu humilias cette famille depuis plus d'une décennie, en inventant des mensonges et en te vautrant dans ton propre bourbier. Tu as 34 ans, tu vis dans un sous-sol et tu menaces les moyens de subsistance d'une femme parce que ton fragile ego a subi une égratignure. » Elle dirigea son regard vers mes parents. « Observez vos fils » les exhorta-t-elle. L'un d'eux a construit quelque chose de significatif de son existence. Le seul talent de l'autre réside dans sa destruction. Demandez-vous, continua-t-elle, à qui allez-vous continuer à confier les allumettes ? Puis, elle se redressa complètement, sa voix s'adoucissant tout en conservant sa fermeté. Ce dont il a besoin, ce n'est pas d'être davantage dorloté. C'est d'un thérapeute. Elle se tourna vers moi, m'offrant un hochement de tête subtil et solennel. Et Léo, tu as mérité des excuses chaque jour pour le reste de ta vie. Derek nous scruta, son expression tordue d'incrédulité. Pour la première fois, la barrière protectrice sur laquelle il s'était toujours appuyé s'était effondrée. Mes parents refusèrent de croiser son regard. Il laissa échapper un hurlement guttural et monta les escaliers, claquant la porte du sous-sol comme une ponctuation finale et acerbe. C'était terminé. L'illusion avait volé en éclats. Le procès était achevé, et le jugement avait été rendu. En rentrant chez moi, je m'abstins d'allumer la radio.
Il ne restait rien à exprimer. J'envoyai un SMS à Chloé contenant seulement 3 mots. C'est fini. Viens. À son arrivée, elle n'exigea pas de récapitulation. Elle entra simplement, discerna l'expression sur mon visage, et m'enlaça. Je me blottis contre son épaule, sentant la tension accumulée que j'avais emmagasinée commencer à se dissiper. Nous restâmes dans l'entrée dans cette posture pendant un long moment, sans prononcer un mot, nous contentant de respirer. Juste le silence. La bataille était terminée. Plus tard, nous nous blottîmes ensemble sur mon canapé, une bouteille de whisky ouverte entre nous, les lumières de la ville scintillant faiblement à travers les fenêtres. L'adrénaline s'était apaisée, remplacée par une tranquille sérénité qu'aucun de nous n'osait perturber. Nous ne parlâmes pas de ma famille, de la réunion, ni de Derek. Au lieu de cela, nous conversâmes de choses plus triviales. Les habitudes de ronflement particulières de Gus, un rebondissement absurde dans un film qu'elle avait regardé, un projet de menuiserie que j'aspirais à entreprendre un jour. C'était normal, comme si le masque avait été retiré, révélant quelque chose d'authentique, quelque chose d'intact, sans jeu ni chagrin. Finalement, le silence s'installa entre nous, de la sorte réconfortante et naturelle. Je la regardais, la douce lumière de la lampe dessinant les contours confiants de son visage. Je me sens léger, dis-je. Les mots me surprirent, pourtant ils résonnaient avec la vérité. C'était comme si j'avais été accablé par un poids invisible pendant des années et que je m'en étais enfin libéré. Elle sourit doucement. Oui, je comprends. J'inspirai profondément et permis à la vérité suivante d'émerger. Ça, ce que nous avons construit. Ce n'est plus une question de vengeance pour moi depuis un certain temps. Elle croisa mon regard sans hésitation. Je sais, affirma-t-elle. Pareil pour moi. C'était tout. Simple. Honnête. Le complot de vengeance, la coordination, la prétention. Cela s'était transformé en un cadre pour autre chose, quelque chose de vibrant, construit à partir d'innombrables conversations nocturnes, des blagues partagées, de la confiance mutuelle. Je me penchai, et elle fit de même. Ce baiser différait de ceux que nous avions répétés en public. Il n'était pas destiné à un public. Il était doux, chaleureux et rempli de sincérité, comme franchir le seuil de sa propre maison après des années d'errance. Ce qui avait commencé comme un plan de vengeance calculé nous avait en quelque sorte guidés l'un vers l'autre. Né de la trahison, sans aucun doute, mais son évolution ultérieure était quelque chose de complètement distinct. Il ne s'agissait plus de régler des comptes. Il s'agissait de découvrir la sécurité d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Nous nous étions sauvés l'un l'autre non pas en nous accrochant aux vestiges du passé, mais en nous ancrant dans ce qui restait après la démolition. Ce qui en est ressorti était authentique. Les mois suivants furent caractérisés par de subtiles répliques. Au début, le silence émanant de ma famille était assourdissant, un vide étrange et résonnant là où la dysfonction avait autrefois résidé. Finalement, des informations filtrèrent. Tante Suzanne m'informa que Derek avait quitté l'État. Mon père lui avait apparemment présenté 2 options, la thérapie et l'emploi, ou faire ses valises et partir. Pour une fois, Derek opta pour la seconde. Il n'y eut ni excuse, ni adieu dramatique. Il disparut simplement de mon monde. Et à mon étonnement, tout ce que je ressentis fut la tranquillité qui accompagne le soulagement d'un fardeau. Je réalisai que je n'avais pas besoin d'excuses. Sa disparition a servi de point final à elle seule. La première brèche dans le mur qui me séparait de mes parents s'est manifestée par un appel téléphonique hésitant de ma mère. Sa voix était fragile, presque appréhensive. Elle me demanda si elle pouvait nous inviter, Chloé et moi, à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant qu'aucune des 2 parties ne pouvait prétendre connaître. Ma mère me parut plus âgée que dans mes souvenirs, les rides autour de ses yeux plus prononcées, ses mouvements plus délicats. Les 20 premières minutes furent consacrées à des conversations guindées. Puis, elle marqua une pause, inspira profondément et me regarda droit dans les yeux. « Léo, je dois t'exprimer mes remords, dit-elle, la voix chargée d'émotion, pour toutes les fois où je n'ai pas su percevoir ce qui se passait vraiment, ou où j'ai refusé de le faire. Je croyais que si j'aimais Derek suffisamment, il se transformerait, et ce faisant, j'ai permis que tu sois blessé. Répétitivement. J'ai confondu ta force avec le fait que tu n'avais pas besoin de ta mère. C'était ma faute, et j'en suis tellement désolé. J'avais cessé d'attendre ce moment depuis longtemps, mais j'ai tendu la main à travers la table et j'ai saisi la sienne. Nous allons y travailler, lui ai-je assuré.
Environ une semaine plus tard, une deuxième excuse est arrivée, une que je n'avais pas prévue. Mon père est apparu à mon appartement sans prévenir, tenant une bouteille du scotch que nous apprécions tous les deux, un homme de peu de mots. Il avait l'air profondément mal à l'aise. Il s'assit sans prononcer un mot et fixa la bouteille posée sur la table basse. « Ta mère m'a dit que vous avez parlé, finit-il par marmonner. Je ne t'ai pas traité justement, Léo. Je t'ai manqué. J'ai observé ce qui se passait. Je me suis simplement convaincu que c'était la responsabilité de ta mère. J'ai choisi la voie de la moindre résistance. J'étais un lâche. » Il leva les yeux alors, et pour la première fois de mon existence, j'ai vu une honnêteté brute et douloureuse dans ses yeux. J'aurais dû être celui qui te protège. Mais même sans cela, tu es quand même devenu un homme dont je suis fier, supérieur à ce que j'ai jamais été. Et tu l'as fait sans mon aide. Ces mots, je les attendais depuis l'enfance. Merci, papa, dis-je, la gorge serrée. Il fit un signe de tête raide, se leva et me tapota maladroitement l'épaule. Toujours aussi mauvais dans ce genre de choses. Je vais te laisser retourner à ce que tu étais en train de faire. Après son départ, je me suis assis seul dans le silence. Cette bouteille de whisky sur la table ressemblait à plus qu'une simple boisson. C'était une trêve, un pas en avant. Les ponts que j'avais autrefois crus incinérés étaient progressivement reconstruits. Quant à Derek, ce chapitre était enfin clos, verrouillé et enterré. Pour la première fois, ma famille n'était pas une source de blessures, mais quelque chose qui valait la peine d'être réparé. 6 mois après la nuit qui avait précipité la transformation. Les choses s'étaient installées dans un rythme qui ressemblait à nouveau à la respiration. Chloé et moi étions inséparables, notre temps partagé entre sa résidence et la mienne, avec son Golden Retriever, Gus, jouant le rôle de troisième roue du carrosse et de ronfleur professionnel. Ce qui avait commencé comme un complot ressemblait maintenant à un récit lointain et surréaliste, quelque chose dont nous ririons un jour. L'avenir n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de stabilité, de croissance progressive et d'apprendre à exister sans la présence du chaos. Un mardi soir au hasard, j'étais à l'épicerie en train de contempler des options de pâtes lorsqu'une voix, douce et incertaine, prononça mon nom. « Léo ?» Je me suis retourné. C'était Isabelle. Il n'y avait ni colère, ni piqûre, ni émotion d'aucune sorte. Elle ressemblait à quelqu'un de mon passé. Son visage était pâle, son énergie autrefois vibrante remplacée par quelque chose de fragile. Elle paraissait fatiguée, usée. « Isabelle, dis-je calmement. Comment vas-tu ? » « Je tiens le coup, répondit-elle, ajustant nerveusement la bandoulière de son sac à main. Je sais que je ne devrais pas te parler, mais quand je t'ai vu, j'ai simplement dû réitérer mes excuses. Sincèrement. Je sais que tu le es, répondis-je. Et je le savais. Il n'y avait aucune amertume persistante, seulement la froideur détachée de la clôture. Elle a dû interpréter mon calme comme une permission de continuer. Il a juste infiltré mon esprit, continua-t-elle. Il m'a donné toutes ces informations sur toi. Il a dit que tu étais froid, manipulateur, que tu ostracisais les gens. Il a déformé tout jusqu'à ce que je ne puisse plus discerner la réalité. J'ai été une imbécile. L'ancienne version de moi aurait commencé à remettre en question, aurait internalisé une partie de sa culpabilité et se serait demandé si elle avait raison sur certains points. Mais plus maintenant. J'ai perçu ces mots pour ce qu'ils étaient, une dernière tentative de transformer la trahison en victimisation. Personne ne t'a forcé la main, Isabelle, dis-je, doucement mais fermement. Nous faisons tous des choix. Son expression vacilla. Elle avait anticipé le pardon, ou au moins une absolution partielle. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message texte de Chloé. Coincé dans les embouteillages. Prends du vin, s'il te plaît. Le bon. Gus envoie des coups de queue. Sans effort conscient, un sourire sincère étira mes lèvres. J'ai levé les yeux vers Isabelle, vers l'image qui s'estompait d'une vie que j'avais évitée de justesse. Je devrais y aller, dis-je. J'espère que vous trouverez la paix. Sincèrement. Je me suis retourné et suis parti, me dirigeant vers le rayon des vins. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ce segment de ma vie était enfin dans le rétroviseur, précisément là où il devait être. 12 mois après la nuit qui avait irrévocablement tout changé, je me suis retrouvé debout au milieu d'un chantier de construction merveilleusement désordonné. La maison que j'avais autrefois imaginée partager avec Isabelle était maintenant entièrement à nous,
à Chloé et moi. Nous l'avions méticuleusement dépouillé jusqu'à sa structure, démantelant le passé, tant au sens littéral que symbolique, pour faire place à l'avenir. Ce jour-là, en particulier, nous étions couverts de poussière et de traînées de peinture séchée, engagés dans un débat animé sur la nuance de bleu qui s'harmoniserait le mieux avec l'îlot de cuisine. Gus, le Golden Retriever de Chloé, qui était incontestablement devenu notre Golden Retriever, ronflait doucement dans un rayon de soleil à proximité. Bien que ce moment soit loin d'être parfait, il possédait une perfection unique. Il semblait authentique. On se sentait chez soi. Brandissant un pinceau comme une épée, Chloé s'est avancée et a étalé une ligne de blanc sur mon nez. Voilà ce qui arrive quand on doute du rêve céruléen, a-t-elle raillé, souriant malicieusement. J'ai ri et l'ai attiré près de moi, déposant un baiser sur sa joue où résidait une autre tache de peinture. J'avais tort, ai-je confessé. C'est parfait. Tout avec toi l'est. Et je le pensais avec une sincérité inébranlable. Dès le départ, notre relation avait été inhabituelle, un plan conçu à partir de la trahison et d'une indignation légitime. Nous avions commencé comme partenaires dans une machination, co-créateurs d'une performance. Cependant, une fois la mascarade terminée, quelque chose de plus profond a perduré. Quelque part en cours de route, la prétention s'est dissipée, et ce que nous avions fabriqué s'est transformé en quelque chose de véritablement vrai. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble sur le porche arrière, observant des traînées de couleurs vibrantes s'étirer à travers le ciel immense. Alors que le soleil descendait, mes pensées ont dérivé sur la distance que nous avions parcourue depuis cette nuit fatidique. Il fut un temps où je croyais que la tranquillité découlait du fait de ne jamais défier personne, de maintenir une façade de sérénité à tout prix. Je me suis effacé sous l'ombre de mon frère, croyant à tort que cela constituait une force. En réalité, je disparaissais silencieusement, m'érodant graduellement. Mais paradoxalement, la destruction, aussi désagréable qu'elle ait été, s'est avérée être l'événement le plus bénéfique qui se soit jamais produit dans ma vie. Elle a brisé le scénario que je suivais sans questionnement, le fils obéissant, le réparateur patient. Elle m'a contraint à réécrire mon rôle. Elle a exigé que je cesse de simplement survivre et que je commence à créer. Elle m'a forcé à examiner attentivement la personne que j'étais devenue et à aspirer à la personne que je pouvais encore être. La vengeance a peut-être servi d'étincelle initiale, une manœuvre calculée pour reprendre le pouvoir, mais le véritable triomphe n'a pas été de témoigner de la chute de Derek. La véritable victoire résidait dans ce qui a suivi, mes parents tendant un rameau d'olivier, Chloé me voyant réellement pour qui j'étais, et me réveillant chaque matin avec l'assurance inébranlable que je vivais enfin ma propre vie, plutôt que la version que quelqu'un d'autre en avait. Chloé a posé sa tête sur mon épaule, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. « À quoi penses-tu dans cette tête ?» demanda-t-elle doucement. Je me suis tourné vers elle, cette femme remarquable, amusante, brillante, qui ne me percevait jamais comme quelqu'un à gérer, mais plutôt comme quelqu'un à accompagner sur un chemin partagé. J'ai repensé aux vestiges brisés de mon ancienne existence et à la vie solide et pleine de sens que nous construisions ensemble. Je pense juste au plan, ai-je répondu, lui serrant doucement la main. Je pense juste au plan directeur. Tjek Kuyate. Oh ja, okay, sorry. Tak for Peter Carlsen. I guess vi skal have Jesse Lingard her. Right wing. Defendering. Steve McManaman. Jeg elsker hans navn. McManaman. Det er fucking sejt. Vi bliver nødt til at tage Sean Wright Phillips dog. Muter. Alright. John Arne Riise på left back. Ja, det bliver ikke den her, vi vinder ligaen i. Det kan jeg da allerede se nu. Hold kæft nogen. Ej, hvor er det ringe. Skal vi bare alle det 4 den, eller hvad? 76 rated right back her. Ja, så får vi selvfølgelig sådan noget Roy Keane igen. Altså, vi får alle de gode United-sæsoner. Det er jo ligegyldigt, når vores forsvar er skræmmel. Ej, vi får Steven Gerrard også. Hold kæft, et forsvar. Ej, hvor er det ringe, at vores forsvar er lort. 35% her. Lad os se. Jamen. Jamen, vi vinder igen. 86 point den her gang. Carlsen. 11 kamp, vi ikke vandt igen, by the way. Altså, vi lukker kun 28 mål ind. Hvordan kan man nogensinde få en 38-0? Jeg forstår det simpelthen ikke. Nu tager jeg lige en mere, og så glemmer jeg, eller husker jeg at skifte formation.
Hvordan fanden er det igen starter? Hallo? Nå, new run. Jeg tror, jeg har 100 forsøg og kun fået en 36-1-1. Ja, okay. Men det er jo meget grineren på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan... Det er jo bare... Ej, der er altså ikke særlig mange wingbacks, er der det? Jeg tror, vi prøver en helt normal 4-3-3 her. Der kan du både bruge right wing og right back. Okay. Nå, det er sgu da sygt nok så egentlig. Nu har jeg fortrudt, jeg ikke tog den der 3-4-3 og så. Okay. Jamen, så tager vi De Bruyne her. Det bliver vi jo nødt til. Det er lidt irriterende, at de smider ham hernede, dog. United igen. Manden. Det er jo legit Palles gavebod. Ronaldo for sure. Så tager vi ham på striker den her gang. Oh my god. Harry Kewell. Sammy. I guess lad os tage Gerrard her. Ja, så får vi sådan noget her. Den reroller vi. Så får Villa. Brad Friedel på mål. Det kan vi godt tage, så sparer vi en reroll. Everton, dog. Leighton Baines på left back. Det er måske okay. 85 er ikke dårligt. Palace er den 19. Jeg føler, at Palace er blevet done dirty her. Can't lie. Det føler jeg virkelig. Salah på right wing. Ja, reroll. Kæft, hvor er det... Nu bliver det sgu dårligt, det her. Nu bliver det godt nok dårligt. I guess lad os tage Phil Neville på right back. Skal vi tage danskeren, eller kan vi tage Bruno? Hvad havde I valgt? Eriksen eller Bruno? Nå, tak for det, Sema. Thank you. I gotta say that, by the way. Bruno. Okay. Kæmpe pull, jeg laver her. Thomas Gravesen. Altså, jeg er godt nok ikke meget for at tage Sterling. Ung dreng med mission. Hvem skulle kunne stoppe dem? It is Lazy. Tusind tak for dit follow. Hvorfor har jeg lige fået et shoutout fra Oscar Wolf, by the way? Lazy, tak for dit follow, mate. Velkommen til. I guess lad os tage Sterling.